Pour en parler, Florence Bergeaud-Blaclair, vous êtes notre invitée. Bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation. Votre ouvrage très remarqué porte sur le frérisme et ses réseaux aux éditions Odile Jacob. C'est une étude sur ce mouvement qui est à la fois politique et religieux. D'abord, dites-nous pourquoi vous employez ce terme de frérisme plutôt que frères musulmans. Qu'est-ce que cela recouvre ? Alors, ce que je voulais faire avec ce livre, c'était m'éloigner un peu du travail institutionnel qui avait été fait par les sciences politiques. Et moi, en tant qu'anthropologue, étudier plutôt les idées, l'histoire des idées et comment les frères musulmans avaient produit dans les générations, notamment des années 90 et 2000, une nouvelle idéologie que j'appelle le frérisme. C'est un nouveau corpus qui est très différent du salafisme. Du début. Alors, c'est par exemple différent du salafisme. C'est une sorte de réformisme qui est né dans les années 1920 et qui s'est ensuite... En Égypte, qui s'est ensuite, disons, mélangé à d'autres idéologies revivalistes du monde musulman, et notamment la Jamaat islami. Et tous ces étudiants, en fait, se sont rencontrés sur les campus universitaires européens, américains, où ils avaient une totale liberté d'expression et de réunion, et ont commencé, en fait, à penser, plutôt que de retourner dans leur pays où ils étaient très, très mal accueillis, peut-être se donner une nouvelle mission. Et cette mission, c'est islamiser le monde et créer en fait là un califat mondial. C'est une société islamique mondialisée. Expliquez-nous ce que c'est que ce courant revivaliste. Alors le courant revivaliste à l'origine de ces mouvements islamistes est né dans les années fin du 19e siècle, début du 20e siècle, dans un contexte de colonisation où on veut revivifier en fait les racines de l'islam. Alors aujourd'hui, le frérisme, donc plus d'un siècle après, ça peut nous permettre d'expliquer des phénomènes comme les abayas, les hijabeuses, le marché halal et son extension extraordinaire de la viande à tout ce qui peut se vendre sur le marché. Ça peut aussi expliquer le retour aux fondamentaux chez les jeunes musulmans qui considèrent très très majoritairement que les lois de Dieu sont supérieures aux lois de la République, etc. Donc des phénomènes qui sont apparus relativement vite à partir des années 90. Mais tout ça, c'est pas très, comment dire, c'est assez commun à l'islam. Sur quoi repose la doctrine religieuse ? Alors, c'est pas tout à fait... moi, par exemple, j'ai commencé à étudier les frères, je les ai rencontrés dans les années 90, et à l'époque, ils sont minoritaires. Leurs idées n'impriment pas vraiment dans la population. Ils commencent à s'organiser On sait pourquoi leurs idées ne portent pas à ce moment-là ? À ce moment-là, elles ne portent pas parce qu'ils viennent d'arriver, ils ne sont pas encore organisés comme maintenant, mais ça commence. Ils ont d'abord donc commencé à réfléchir sur une nouvelle façon d'islamiser la connaissance, c'est un terme qu'ils utilisent. Donc ça passe par les universités, ça passe par les écoles. Ils se donnent des programmes très régulièrement pour pouvoir influencer les jeunes musulmans en particulier selon la vision, l'identité et le plan. Pour moi, le frérisme, c'est un système d'action qui est destiné à rassembler l'ensemble des composantes de l'islam, des plus rigoristes aux plus libérales, pour les amener vers la mission califale. C'est-à-dire que c'est un mouvement axé sur la mission. Son ADN est salafiste, mais son logiciel est axé sur la mission. Mais alors, comment ce mouvement opère en Europe ou en France ? Est-ce que c'est à travers des associations ? Est-ce que c'est dans les mosquées ? Comment ils ont véhiculé et diffusé leurs idées ? Alors, ils opèrent par extension territoriale, mais aussi par secteur. Dans le secteur, je l'ai dit, de l'université, de l'éducation, de la santé, ils infiltrent en fait les institutions, ils noyautent. Mais c'est comme un parti, il y a une structure. Alors, comment ça fonctionne ? Alors, on connaît de mieux en mieux les structures des frères musulmans en dehors du monde musulman, grâce à des travaux américains ou suédois. Il y a une thèse qui est sortie récemment sur le sujet. Donc, on sait qu'ils sont très fortement structurés, que les institutions européennes, le Conseil européen des musulmans,
qui a été créée dans les années 1990 à aujourd'hui, une très grande influence sur tout le réseau mondial des frères musulmans. On sait aussi qu'ils discutent avec leurs homologues de la Jamaat islami, donc plutôt les Pakistanais, que tout ce petit monde, en fait, est derrière des grands phénomènes comme le marché halal international ou la lutte contre l'islamophobie, par exemple. Vous avez écrit 2 livres sur le marché halal. Ça, c'est aussi un vecteur de leur soft power, c'est ça? Absolument, puisque, en tout cas dans les pays européens, ce qu'ils font, ou même aux États-Unis, ils contournent le politique, ils ne s'organisent pas en parti politique, ils seraient trop visibles, et ils passent plutôt par la culture, par l'économie. Et évidemment, le marché halal, avec ses labels, le label halal, la définition, si vous voulez, des labels halal, de la fabrication industrielle, a été pensé, imaginé par les frères qui ont par ce biais imposé leurs normes. Mais manger halal en France ou en Europe, est-ce que c'est forcément un indicateur d'une appartenance aux frères musulmans? Non, pas du tout, pas du tout. Il ne faut pas confondre l'offre et la demande. Vous pouvez manger halal parce que c'est votre habitude dans votre famille. Pour autant, le marché halal, lui, est tenu et finance des activités qui est en pleine croissance, finance des activités qui sont plutôt pro-islamistes ou salafistes, donc fondamentalistes en général. Aujourd'hui, quelle est l'influence des frères musulmans dans le monde musulman d'abord? Est-ce que c'est un mouvement qui a réussi à s'imposer dans le monde musulman? Alors il a d'énormes difficultés dans le monde musulman, puisque la confrérie est considérée comme une organisation terroriste dans un certain nombre de pays musulmans. Par contre, là où il s'épanouit, je dirais, sans entrave, c'est vraiment dans les pays occidentaux où ils ne sont pas du tout pris au sérieux. On les considère comme des gens plutôt pacifiques, plutôt agréables, parlant un bon français, louant des vertus, des valeurs de gauche, c'est ça, etc. Ils se présentent comme des modérés. Voilà, ils se présentent modérés en mettant en avant ce qu'ils appellent la wasatiyya, c'est-à-dire l'islam du juste milieu. Alors qu'en réalité, c'est plutôt une position médium qui permet d'agiter la violence quand il le faut et de négocier quand il le faut. Et donc, quel est l'objectif des frères musulmans en Europe? C'est de prendre le pouvoir, c'est de créer un parti pour éventuellement participer à des élections? C'est quoi? Ce serait trop étroit pour eux. La création d'un parti politique, c'est trop étroit. Ils ont des ambitions beaucoup plus larges, puisque, comme je le disais, ce qu'ils veulent inculquer aux musulmans, c'est une nouvelle vision de l'histoire et du futur. La prophétie califale doit être accomplie. C'est une identité transnationale qui prime sur toutes les autres identités, qu'il faut inculquer par la pratique, par une pratique très rigoureuse chez les petits musulmans, et c'est un plan, c'est-à-dire l'axe missionnaire. Et donc c'est les frères musulmans, le frérisme de façon générale, c'est diffusé dans la société par plutôt la culture, par la publicité, par ce que j'appelle le charia compatible ou le charia friendly, des hijabeuses ou des... Dans quel pays en Europe ils sont particulièrement bien implantés? Alors, on peut dire qu'ils sont très bien implantés en Belgique, par exemple. En France, ils sont aussi assez bien implantés. Au Royaume-Uni, ce sont plutôt leurs cousins pakistanais de la Jamaat islami et des courants, disons, d'origine indienne qui sont plutôt... mais ce cousinage, ce mélange est, disons... permet à cette idéologie frériste de diffuser dans la société au plus proche. On arrive à comprendre pourquoi en France et en Belgique, ce mouvement-là est particulièrement bien. Quel est le terreau qui leur a permis de s'étendre? On peut dire que les institutions européennes qui n'ont pas d'État, qui ne sont pas capables de s'adresser à un culte et de le limiter, ont favorisé l'extension du frérisme en finançant notamment beaucoup de rapports sur l'islamophobie, des rapports qui en réalité nous expliquent que les musulmans sont détestés de l'Occident sans véritable preuve. Vous dites qu'ils ont réussi à imposer ce terme d'islamophobie. C'est ça, pour rééduquer le regard des Européens sur l'islamisme. En réalité, il ne s'agit pas d'intégrer l'islam, il s'agit d'intégrer
l'islamisme, d'adapter l'Europe au charia compatible de l'islamisme. Donc le voile, maintenant, je regardais les dernières statistiques, près de 60% des femmes immigrées le portent, ce qui était absolument impensable il y a 20 ans. Les jeunes aussi sont plus nombreuses à le porter. Les jeunes issus de l'immigration qui sont nés en France, plus elles sont jeunes, plus elles le portent. Donc on voit bien que c'est un mouvement qui continue d'avancer. Il y a des villes, évidemment autour de la périphérie, dans la périphérie de Paris, dans 93 par exemple, où la densité de population islamisée est très forte. On peut prendre aussi le cas de Bruxelles, qui est assez préoccupant aussi. Donc c'est une avancée auquel il faut prêter beaucoup plus d'attention en prenant ces gens très au sérieux parce qu'ils agissent dans le cadre de la loi. Donc on n'a pas de moyens de les arrêter, sauf à comprendre comment ils fonctionnent et ce qu'ils veulent. Et ça, c'est ce que j'ai essayé de montrer dans mon livre. Est-ce qu'il y a une prise de conscience maintenant au niveau des institutions européennes vis-à-vis de ces associations, de ces ONG qui marchent au prosélytisme? Alors, oui et non. Il y a une prise de conscience, il y a des bruits de couloir à Bruxelles, mais comment les arrêter quand on est dans le cadre de la loi sans devenir des démocraties autoritaires? Ce sont des questions de politique, de philosophie politique qui sont très importantes et pour le moment, il y a beaucoup trop, à mon sens, d'attentisme, d'autant que je donne dans ce livre beaucoup d'éléments très concrets pour qu'on essaye peut-être d'endiguer ce mouvement. Ça ne veut pas dire qu'il faut que les frères musulmans disparaissent, mais ce qui est très important, c'est qu'ils ne soient pas hégémoniques comme ils le sont aujourd'hui. Est-ce qu'il y a de la place pour l'islam politique en France ou en Europe ? Dans une démocratie, par définition, non. Une théocratie ne peut pas remplacera, en tout cas c'est leur vœu, une démocratie. Donc c'est l'un ou l'autre. Si on veut rester en démocratie, et les Algériens nous l'ont montré malheureusement avec des guerres affreuses, non, il faut qu'on puisse endiguer le phénomène avant qu'il devienne trop violent, puisque l'objectif c'est quand même, et on ne les arrêtera pas. Mais quel est le risque réel à moyen terme, par exemple le risque, c'est la multiplication des attentats, c'est la dégradation du climat social. Ils prônent la violence. Est-ce que la violence fait partie de leur schéma pour... Oui, bien sûr. Elle n'est pas prônée, c'est pas leur mode opératoire principal. Ils préfèrent la négociation, la séduction, l'influence, le noyautage, bien sûr. Mais s'il faut en passer par la violence, de temps en temps, eh bien, pourquoi pas? Parce que la fin justifie les moyens. Merci beaucoup, Florence Bergeaud-Blekler, d'avoir été notre invitée sur le 64 minutes.